Et nous voilà. Bonjour Raphaël, merci d'avoir pu patienter, peut-être du coup suivre avec intérêt cette première heure de diffusion qu'on ait plaisir à suivre tous ensemble. Bienvenue pour cette 17e édition Raphaël. Tu as la parole pour qu'on puisse ensemble traiter un sujet qu'on n'a jamais vu sur l'égalité professionnelle, cette dimension sociale dont je parlais au début, que j'ai hâte de découvrir avec toi. Ben, je te remercie beaucoup, Émeric. Alors, je tiens en préambule à féliciter Laura pour son intervention qui a été d'une technicité et d'une précision extraordinaire. D'ailleurs, ça m'a donné des envies et des idées d'application à son sujet d'études sociologiques, notamment autour Tant que ça du t'a pas genre. donné envie de faire des fautes, on est bon. Non, tout va bien. Allons-y. Donc, merci Émeric pour l'invitation. Merci la journée du CSE. Donc, je me présente. Je m'appelle Raphaël Asselineau. Donc, je suis effectivement sociologue. Alors, je vais essayer de basculer. Voilà, la présentation. Je suis sociologue spécialisée en genre et formatrice indépendante sur ces sujets-là pour mon cabinet qui s'appelle Equality Lab. Qui est Donc, très récent, tout nouveau qui d'ailleurs. est très récent, effectivement. Je viens juste de monter la structure. Je viens juste de terminer ma reconversion professionnelle donc en sociologie. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Et d'ailleurs, je me suis dit que j'avais appelé cette intervention l'égalité professionnelle un acquis, pas tout à fait. Et avec un petit peu de recul, et vu que ce que je veux vous dire aujourd'hui, je pense que j'aurais pu l'intituler les éclairages de la sociologie sur l'égalité professionnelle. Donc, j'ai prévu 30 minutes d'intervention. Comme ça va passer très très vite, il y a 9 slides, ça va aller assez vite. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin pour les questions-réponses. Et tout d'abord, un petit mot sur mon parcours professionnel. Donc, comme je vous le disais, je suis fondatrice d'Equality Lab, une entreprise dédiée à la formation, la prévention et le conseil en matière d'égalité professionnelle. Et mon parcours je ne vais pas vous faire tout mon CV, mais simplement rapidement, mon parcours est marqué par une double expertise. Donc, d'abord, une expérience plutôt opérationnelle dans la communication interne et la gestion événementielle, souvent rattachée à un service RH. Et de l'autre, et plus récemment, donc un engagement plus académique et analytique avec ce master en sociologie mention genre que je viens de terminer dans le cadre de cette reconversion dont je vous parlais à l'instant. Et donc, c'est ce master qui a orienté tout mon travail vers l'analyse vraiment des dynamiques d'inégalité professionnelle et de ce qu'on appelle les violences systémiques dans le monde du travail. Et d'ailleurs, j'ai aussi passé 7 ans à l'Institut LIFE, anciennement Institut Paul Bocuse, où j'ai géré l'événementiel et accompagné des étudiantes et étudiants dans leur développement extra-académique, ce qui m'a permis aussi de comprendre et ce qui m'a donné envie de mieux comprendre tous les enjeux humains dans ces environnements hyper exigeants de l'hôtellerie et de la restauration. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de mon chat là, qui vient de me retrouver. Désolée si jamais vous le voyez apparaître. Donc je reprends. Donc qui m'a permis justement d'aujourd'hui d'avoir envie d'accompagner les entreprises et les organisations dans la création, en tout cas de pouvoir participer à la création de milieux professionnels plus respectueux, plus inclusifs et donc plus performants. Donc la sociologie, qu'est-ce que c'est? Être sociologue, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça signifie qu'on étudie la société et les microcosmes, les groupes sociaux, les comportements et les relations des groupes sociaux et au sein des groupes sociaux. En gros, pour faire simple, les sociologues cherchent à comprendre, et vraiment ça c'est hyper important, jamais à juger, mais vraiment à comprendre, dynamique compréhensive hyper importante dans notre posture, comment les groupes sociaux, des institutions parfois, comme l'école, le travail, éventuellement la famille, et les cultures de ces groupes sociaux influencent les individus et réciproquement, et vice-versa. On examine comment des phénomènes comme des inégalités, justement, des normes, des valeurs, et comment tout ça évolue au fil du temps. Et c'est très plastique aussi, ça il faut le savoir. Notre travail, il consiste souvent à mener des travaux de recherche, comme j'ai pu le faire l'année dernière, moi, en appliquant ça au terrain des cuisines professionnelles haut de gamme, à analyser les données et à proposer des solutions, des préconisations pour améliorer la société ou les microcosmes qu'on aura étudiés. Et l'entreprise, c'en est un, typiquement de microcosme. Et aujourd'hui, moi, j'ai hyper envie de vous convaincre de l'intérêt de la sociologie dans le monde de l'entreprise, en complément d'autres disciplines qui sont plus traditionnellement utilisées, comme la gestion, le droit, peut-être les ressources humaines, évidemment, ou parfois
je ne sais pas, on peut faire appel à des médiateurs, à des psychologues pour résoudre des conflits. On ne pense pas forcément à la sociologie pour dénouer des situations propres, problématiques éventuellement au sein des organisations professionnelles. Alors que je pense qu'elle peut aider à transformer durablement et surtout profondément des comportements et surtout les structures organisationnelles. Parce qu'on n'est pas sur quelque chose de binaire, on est vraiment sur quelque chose qui est plus de l'ordre du psychique, de la réflexion. Et donc, du coup, c'est plus intéressant d'aller faire appel à des ressources extérieures que plutôt d'appliquer bêtement un schéma, ou pas bêtement, mais d'appliquer un schéma qui est propre à des ressources, un environnement de travail. C'est vraiment très différent, je trouve. Disons que si on faisait une analogie avec la médecine, par exemple, on va aller essayer de chercher, de mettre en lien vraiment, on ne va pas simplement apporter une réponse, un antidouleur à une douleur. On va aller chercher d'où elle vient, cette douleur, et comment dans la structure même de l'organisation, dans le système dans lequel on évolue, eh bien, ça s'inscrit de manière parfois inconsciente, complètement normale, et comment on accepte parfois des situations qui pourtant ne le sont pas. Et à partir du moment où on commence à questionner le système et le fonctionnement et les règles du jeu d'une organisation ou d'un système donné, et ben là, on peut apporter des réponses, enfin on va le voir plus tard, qui ne sont plus seulement individuelles, mais qui sont vraiment systémiques et qui vont, a priori, contribuer à résoudre la source de la problématique. Alors, hop, ça, c'est mon prochain slide. Donc, comprendre à quoi sert, quels sont les apports de la sociologie justement au monde de l'entreprise. Donc, je les ai listés ici. Donc, je vais les détailler un petit peu chacun. Donc, d'abord, la sociologie peut servir à comprendre donc, les interactions entre les individus et les groupes. Et qui dit interaction, dit dynamique de pouvoir parfois, de domination, peut-être d'oppression, et donc d'inégalité, voire de discrimination. Donc, grâce à la sociologie, on étudie ça. Donc, à partir du moment où on nomme les problématiques, on a la main dessus et on peut agir dessus. Par exemple, la sociologie, ça peut aider à comprendre pourquoi certaines professions sont perçues comme plutôt féminines et pourquoi d'autres sont plutôt masculines. Et comment ce stéréotype-là, il va affecter des choix d'orientation et même de carrière. Donc voilà, on est vraiment sur cette étude systémique. Et donc, le terme systémique, pardon, Aymeric, je t'ai coupé. Non, je parlais de l'orientation de carrière et surtout aussi du recrutement, j'imagine. Exact, évidemment. Et parce que les stéréotypes, on les retrouve partout, à tous les degrés du monde du travail, du monde en général même. Et donc, ces stéréotypes, ils imprègnent nos systèmes. Donc, le terme systémique, que je vais utiliser régulièrement, il désigne vraiment quelque chose qui concerne tout un système et pas des éléments isolés. Ça veut dire que les problèmes sont ancrés dans l'organisation, dans les règles, les habitudes, voire même des façons de penser d'un groupe ou d'une société entière qu'on ne questionne même plus parce qu'on est dedans, on ne les voit plus. Et donc, par exemple, une inégalité systémique au travail, c'est l'écart salarial entre les hommes et les femmes, qui n'est pas seulement dû, en réalité, aux décisions d'un employeur, d'une direction, ni à la mauvaise négociation d'une employée, par exemple, mais à un ensemble de facteurs qui sont bien profondément enracinés dans le système dans lequel on vit. Les femmes sont plus souvent orientées vers des métiers moins valorisés ou moins payés. Elles sont aussi pénalisées pour des interruptions de carrière liées à la maternité. Et les promotions et les augmentations, ça on sait, c'est documenté aussi, qui sont souvent moins accessibles pour elles, notamment dans des environnements dominés par des cultures qui auraient tendance à valoriser la masculinité et la virilité, en quelque sorte. Donc, ces inégalités, elles ne viennent pas d'individus ou d'un choix unique, mais de pratiques, de normes culturelles et de biais qui sont hyper répandus dans le système du travail et qu'on ne voit même plus. Ouais, et qui sont vieilles aussi, j'imagine. Et qui sont, pardon ? Qui sont vieilles, qui sont pas socialement acceptées, mais qui sont tellement rencontrées depuis de nombreuses années que, Exactement. au final, effectivement, on porte moins d'attention dessus alors qu'on est face à une inégalité qui est criante. Ouais. Exactement. Et ça, c'est aussi, comme tu le dis, un petit peu inconscient parce que c'est la norme, quoi. Deuxième point sur lequel la sociologie peut être fondamentale, c'est pour décoder les phénomènes de socialisation. Et qu'est-ce que c'est la socialisation ? Donc là, un tout petit peu de définition. Donc socialiser, c'est quoi ? C'est apprendre à vivre avec les autres. Donc depuis qu'on est petit, c'est adopter des règles d'un environnement donné.
On fait ça quand on est petit, dans notre famille, on fait ça à la crèche, on fait ça à l'école, et à chaque fois, on s'adapte pour être intégré dans un environnement donné. Et on fait pareil au travail. C'est ce qui nous aide à fonctionner en société, en quelque sorte. Donc, on adopte des règles, on adopte des comportements, on adopte des valeurs, on adopte une manière de parler, on adopte une manière de s'habiller, on adopte une manière de se comporter avec les autres. Et on se socialise au sein d'un environnement professionnel X ou Y. Voilà. Alors, moi, j'ai étudié celui des cuisines professionnelles haut de gamme. Il y a une socialisation professionnelle qui commence dès les écoles hôtelières et qui se poursuit tout au long de la carrière des personnes qui évoluent dans cet environnement. Donc, dans un cadre professionnel, ces normes-là, cette socialisation, elles influencent et elles peuvent biaiser les aspirations, les performances perçues et même les opportunités offertes aux personnes qui travaillent sur ces terrains-là. Et ça, encore une fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Troisième point sur lequel la sociologie peut être utile, pour identifier les impacts des structures sur les individus. Alors, j'espère que je ne vous assomme pas trop, en tout cas, de tous ces concepts. Donc, les organisations, elles ne sont pas neutres. Donc, la structure impacte les individus. Mais comment ? Elle reflète des systèmes de valeurs, encore une fois, qui peuvent marginaliser certains groupes. La sociologie, elle va montrer que le problème, il ne réside pas dans les individus eux-mêmes, mais dans les structures, encore une fois. Donc, un exemple concret de la manière dont la sociologie peut aider à identifier des impacts sur les structures, c'est là dans le milieu scolaire. L'étude des inégalités scolaires et leur lien avec l'origine sociale. Donc, l'origine sociale, c'est quoi ? C'est les familles des classes supérieures qui disposent généralement d'un capital culturel plus important que les familles issues des classes populaires. Ça donne aux enfants de ces familles un avantage dans le système scolaire. L'impact sur les individus, c'est quoi ? Les enfants des classes populaires, ils peuvent être pénalisés par des attentes implicites d'un système éducatif donné, de notre système éducatif, qui peut valoriser inconsciemment les normes culturelles dominantes. Le résultat, c'est quoi ? C'est que les élèves issus des milieux populaires réussissent moins souvent à atteindre des niveaux d'études les plus élevés. Ça, c'est les chiffres qui le disent, malgré des compétences égales à celles de leurs pairs des milieux plus favorisés. Donc, l'utilité de la sociologie ici, c'est quoi ? C'est 1, une prise de conscience, 2, des actions concrètes. Donc, les travaux effectués en sociologie sur le système scolaire peuvent guider des politiques publiques, comme des dispositifs de soutien scolaire adaptés, des réformes des programmes ou des formations pour sensibiliser les enseignants et toute l'éducation nationale aux biais culturels, justement, qu'on peut rencontrer. Voilà. Le quatrième apport de la sociologie dans le cadre de l'entreprise, c'est promouvoir le bien-être au travail. Parce que, comme on vient de le voir, en étudiant les facteurs de stress, les injustices éventuellement perçues ou des relations qui peuvent parfois être toxiques ou nocives, la sociologie peut aider à concevoir des environnements de travail où chacun et chacune peut s'épanouir un petit peu plus. Et enfin, la sociologie peut proposer des solutions donc systémiques qui, contrairement donc, aux approches individuelles comme le coaching, le développement personnel, la mise en place de sport pour aider des collaborateurs à se sentir mieux dans leur poste ou dans leur entreprise, ou le management individuel, la sociologie prône des changements structurels importants, des manières de faire, des règles du jeu des entreprises, des organisations, des équipes en fonction du groupe social qu'on considère. Est-ce qu'il y a des rapprochements qui sont possibles à faire ou c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout de pair, cette approche individuelle et cette approche systémique, ou combiner les deux serait peut-être plus avantageux ou mène plus de résultats? Comment ça marche? C'est tout à fait complémentaire, en effet. Je pense qu'on ne peut pas se passer complètement des approches individuelles, parce que si elles procurent, ces approches, un soulagement important, immédiat, si elles apportent du bien-être, évidemment qu'il faut y aller, mais il faut savoir qu'on sera plus efficace sur la résolution des problèmes et des problématiques récurrentes dans un environnement donné si on s'attaque évidemment à la structure même de l'organisation. Alors, est-ce que c'est une problématique de communication ? Est-ce que c'est une problématique liée à des prises de décision ? Est-ce que c'est des problématiques en termes d'égalité salariale ? Voilà, c'est en gros s'attaquer au cœur du problème, à la source du problème, encore une fois. Ok. Donc, ce type d'analyse, voilà, c'est ce que j'ai mis dans le prochain slide, je pense, voilà, nous invite clairement à comprendre et à changer les règles du jeu
et plus tout simplement à blâmer des individus. Ça, c'est pour moi vraiment le message fondamental à garder en tête. Donc, C'est marrant parce que si on fait l'analogie, pardon, je te coupe encore, non, mais je t'en prie. si on fait l'analogie avec ce qui a été dit sur l'édition précédente, du coup, c'est pas forcément de se concentrer sur le fait fautif et sur l'individu qui a fait la faute, mais du coup d'aller analyser en fait l'environnement même de l'entreprise qui a amené à faire la faute. Exactement. Ouais. Exactement. Et même de questionner. Alors d'ailleurs, justement, j'ai pris des notes pendant l'intervention de Laura qui était hyper intéressante. Et dans les exemples qu'elle a donnés, je ne sais pas si tu as noté, la répartition genrée des exemples. Il y a eu en gros une dizaine d'exemples, il me semble, mais une seule féminine. Et donc, je me suis posé la question de... Alors ça, encore une fois, sans jugement. Voilà, dynamique compréhensive. Comment les biais de genre influencent la manière dont les comportements et les comportements qui pourraient être un petit peu plus transgressifs, peut-être sur un genre plus que dans l'autre. Moi, ça m'a donné envie d'aller creuser ça. Et puis de voir comment la perception aussi de ces fautes peuvent être genrées et comment les sanctions aussi peuvent être genrées. Et effectivement, pour moi, c'est vraiment des sujets ultra passionnants et qui me donnent envie systématiquement d'avoir de mettre, comme on dit, les lunettes du genre à chaque fois qu'une problématique s'offre à moi pour étudier les biais inconscients éventuels, les perceptions, les stéréotypes qui se jouent et éventuellement les normes sociales qui sont en jeu dans chaque situation. Ouais. Donc, en résumé, la sociologie nous donne des outils pour décortiquer des rapports sociaux, nommer des problématiques et donc imaginer des solutions concrètes. Alors, on va passer maintenant dans le vif du sujet. Un diplôme, deux destins. Je vous propose un exercice. Imaginons deux diplômés d'une prestigieuse école d'art culinaire, un garçon et une fille. Pardon. À la sortie, leurs opportunités semblent égales, mais 5 ans plus tard, leur parcours diffère. Lui, probablement devenu chef de cuisine ou entrepreneur. Elle, peut-être partie du secteur. Pourquoi ? Figurez-vous que ce n'est pas une question de talent ou de motivation, c'est bien une conséquence de dynamique structurelle et systémique. Voilà, moi, c'est ce que j'ai étudié pendant 1 an, le milieu des cuisines professionnelles. Je suis allée questionner véritablement le bien-être au travail dans les cuisines professionnelles haut de gamme avec mes petites lunettes du genre pour voir de quelle manière tous ces stéréotypes, les normes sociales s'exercent sur ce terrain-là particulièrement. Et donc, dans ces dynamiques structurelles et systémiques qui influencent les parcours individuels, on trouve une culture professionnelle marquée de masculinité hégémonique, une socialisation genrée qui est très forte et des violences systémiques. Donc, alors, pas de raccourci non plus, tous les restaurants ne sont pas des lieux de travail toxiques. Ce travail ne vise pas du tout à dire tous pareil, les restaurants, mais vraiment à analyser des systèmes sociaux. Encore une fois, pour moi, c'est hyper important de le préciser, de le repréciser, parce qu'on est, encore une fois, pas dans le jugement, mais dans la dynamique compréhensive. Donc, qu'est-ce qui se passe en cuisine ? Eh bien, on a, une pression intense qui est normalisée, des critiques brutales perçues comme formatrices, un rejet des émotions dites faibles, une compétition exacerbée, concours, trophées, étoiles, etc., etc. Et tout ça, ça résulte à quoi ? Ça résulte sur le fait que ces pratiques façonnent des normes de pouvoir qui peuvent écarter les personnes qui ne veulent pas ou qui ne savent pas s'y conformer. Voilà, d'où le taux de rétention très faible des femmes dans ce secteur, malheureusement. Bon, après, pour donner un petit peu quand même de positif et d'optimisme dans le secteur, ce que j'ai observé aussi, c'est qu'il y a 3 manières de réagir face à ces environnements. 1, on perpétue. 2, on quitte. 3, on réinvente. Et ce qui est en train de se passer dans le domaine de la cuisine, c'est hyper beau. Il y a vraiment une réelle réinvention qui est en cours avec des chefs qui n'ont plus envie de cautionner justement cette culture professionnelle-là et qui vont s'attaquer vraiment au système à une manière de faire qui est effectivement
gravé dans l'histoire, qui est marqué par une histoire très masculine, l'environnement de brigade, très militaire, etc., et qui ont envie de se défaire de ça et qui ont envie de passer à un autre mode de fonctionnement. C'est pour ça que je disais que ces habitudes-là, elles étaient plastiques aussi, parce qu'elles peuvent se modifier. Et si aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui ont envie de faire la cuisine, mais qui ont envie de faire la cuisine dans des environnements très sains, plus doux, et tout simplement plus épanouissant. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui naît, qui grandit et qui prend l'importance. Donc, je trouve ça fantastique d'assister à ça aussi. Est-ce que tu vois ça comme propre à l'environnement culinaire ou c'est plus quelque chose qui est de l'ordre sociétal, avec des enjeux qui sont encore plus larges, avec une mouvance de la société qui se met en ordre de marche sur cette égalité, ou c'est très proche enfin très centré sur l'environnement culinaire? Alors moi, mon domaine d'expertise, c'est la cuisine. Donc Ouais. je peux parler essentiellement de la cuisine, mais je pense qu'on vit dans une société qui est quand même, où la virilité est quand même un petit peu érigée en idéologie dominante. C'est-à-dire qu'on va beaucoup valoriser la compétition, le fait d'être fort ou forte, le fait de remporter des trophées, d'être le premier, la première, le fait... Et je parle au féminin et au masculin, parce qu'en tant que femme, Mmh. on intériorise aussi tout ça. Hein. Ce ne sont pas que les hommes qui perpétuent ces codes et ces normes. En tant que femme, nous aussi, on perpétue tout ça. Et puis, on est habitué, encore une fois, on est socialisé à ça. Donc, voilà, on le prend avec nous. Et si on ne s'arrête pas pour faire un petit pas de côté et analyser la manière dont on vit et dont on interagit avec les autres, on le continue, parce que c'est comme ça qu'on a appris à vivre, quoi. Mmh. Et donc voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est vraiment très propre à cet environnement que je maîtrise un petit peu mieux que les autres, mais effectivement, on va le voir dans plein d'autres environnements. Hein. Et d'ailleurs, ma slide suivante, qui va parler plutôt d'un environnement qui est plutôt féminin, en l'occurrence l'éducation nationale et les écoles élémentaires, parce que là j'ai vraiment pris les chiffres qui concernent l'école élémentaire, on va retrouver dans cet environnement très féminin une majorité de femmes au poste d'enseignante, à 60%, et au poste de direction, une grande majorité d'hommes. Donc je pense que ces éléments-là, on les retrouve un petit peu partout, à plus ou moins grande échelle. Mais c'est révélateur à nouveau d'un phénomène complexe d'inégalité structurelle. Ouais, parce qu'on n'est pas en plus sur des métiers qui sont genrés, on est sur des métiers qui sont complètement non genrés en plus. En principe, oui, tout à fait. Et donc, j'ai mis une autre slide pour apporter encore d'autres chiffres. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible, mais grosso modo, voilà, l'idée, c'était d'apporter, si jamais il y avait des personnes qui en doutaient encore, que les inégalités, on les retrouvait un petit peu partout. Donc ça, c'est issu du gouvernement, donc, qui a sorti ce document sur les inégalités professionnelles. Donc, tout à gauche, on voit la répartition parmi les 1% des salariés les mieux rémunérés du secteur privé. On voit qu'on trouve 78% d'hommes et 22% de femmes. Dans le secteur public, c'est la même chose. Parmi les mieux rémunérés, il y a 62% d'hommes et 38% de femmes. Et puis à droite, j'ai mis un petit graphe, un petit graphisme qui parle de la part des femmes travaillant à temps partiel, parce qu'effectivement, quand on travaille à temps partiel, on est moins rémunéré, on a une retraite qui est moins bonne, etc. Donc, ça contribue à l'inégalité professionnelle. Et plus on a d'enfants, plus on est à temps partiel. Grosso modo, c'est ce que nous dit ce schéma-là. Donc, en termes d'analyse, voilà, je peux pas rentrer dans chaque détail. Et puis surtout, en 30 minutes, on pourra vraiment brosser qu'à grands traits là, le tableau de l'inégalité professionnelle. Mais il y a des explications sociologiques solides, étayées par de nombreux sociologues, qui permettent d'apporter des éclairages vraiment réels sur les enjeux abordés. Alors, c'est mon avant-dernière slide, mais elle est un petit peu dense, désolée. Et donc, on va aborder les explications sociologiques, justement, de ces inégalités persistantes. Et encore une fois, c'est très superficiel. Hein, donc, il faudrait vraiment rentrer dans plein de détails et puis dans chaque structure, dans chaque domaine, dans chaque secteur, chaque profession, pour être plus pointu, évidemment. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, ce qu'on trouve un petit peu partout, c'est les explications liées, on en parlait un petit peu tout à l'heure, aux stéréotypes de genre persistants. Depuis des siècles, les hommes et les femmes sont assignés à des rôles très différents. Les hommes au leadership, à la force, à la logique, alors que les femmes à la douceur, à l'émotion, aux tâches de soins, au métier dit du care, donc du soin des autres.
Ces stéréotypes, clairement, ils influencent encore les recrutements, tu en parlais tout à l'heure, les promotions et les choix de carrière, c'est sûr. Dans les secteurs techniques ou scientifiques, on suppose parfois à tort que les hommes sont naturellement plus compétents. Donc voilà, on parle de stéréotypes, mais aussi de qualités soi-disant naturelles des hommes et des femmes. Sauf que des qualités naturelles, en réalité, là aussi, les chercheurs, les scientifiques et les sociologues ont fait la démonstration depuis fort longtemps que ça n'existait pas. C'est des comportements construits, socialement construits. C'est parce qu'on nous dit que les filles aiment bien s'occuper des autres, finalement, qu'on se retrouve dans les métiers où on s'occupe des autres. Et ça, c'est passionnant aussi à décrypter et à analyser. Et il n'empêche que voilà, c'est clairement une des raisons qui explique les inégalités professionnelles, quels que soient les domaines aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça fonctionne aussi dans les métiers du care, qui sont majoritairement féminins, et quand un homme veut y aller, il est parfois perçu comme un petit peu étrange, bizarre, il peut y avoir potentiellement de la méfiance à son égard, et des difficultés pour lui aussi de s'inscrire dans un environnement féminin. Deuxième piste d'explication, c'est les normes organisationnelles. Là aussi, dans l'organisation de travail, dans le management, on a tendance générale, et encore une fois, c'est très généraliste ce que je dis, on a tendance à valoriser les comportements ou des qualités perçues comme masculines. L'ambition, l'autorité, le travail intensif sans limite. Et ça peut exclure indirectement les femmes qui vont être jugées sur des critères totalement différents. Les qualités de collaboration, de communication, la douceur qu'elles vont apporter à l'équipe, encore une fois, ou le fait qu'elles pourront être perçues comme un peu des régulatrices en cas de conflit et apporter un peu de psychologie plus douce, plus fine au sein d'une équipe. Et typiquement, les femmes qui adoptent un style de leadership plus affirmé sont souvent vues comme autoritaires ou froides, alors que les mêmes comportements ne sont pas tellement critiqués, voire même sont valorisés chez les hommes. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on voit régulièrement. La troisième piste d'explication, c'est la charge familiale inégale. Encore aujourd'hui, une femme passe 3 heures par jour aux tâches domestiques, 1h30 pour les hommes. Donc, effectivement, à partir du moment où les femmes assument encore l'essentiel des responsabilités domestiques et parentales, ça limite les disponibilités pour les longues heures ou les déplacements professionnels, parfois exigés dans des postes à responsabilité, par exemple. Donc, une femme avec des enfants, elle peut être perçue comme moins impliquée ou moins disponible, même sans preuve réelle. Tout comme une femme qui n'a pas encore d'enfant, on peut avant même de l'embaucher, on va se dire « Ouh là là, elle a 30 ans, elle n'a pas d'enfant, ça sent pas bon, ça sent… voilà ». Et on va lui prêter tout de suite l'intention de faire des enfants, de maternité, etc. Alors que, au final, pas forcément. Donc voilà, donc la charge familiale inégale, en tout cas, pèse dans les inégalités persistantes au travail. Les réseaux de pouvoir masculin, alors ça, c'est aussi assez passionnant comme phénomène. Dans de nombreux secteurs, on va voir que les postes à responsabilité sont occupés par des hommes. Et d'ailleurs, nos yeux deviennent presque aveugles à ça, tellement on est habitué à voir des hommes sur les photos, même dans le domaine politique, dans les conseils d'administration, les endroits où il y a un petit peu de pouvoir. On a l'habitude de voir une grande majorité d'hommes. Et dans la cuisine, c'est vraiment le cas aussi. Tous les festivals vont mettre en tête d'affiches plein de chefs masculins. Et si on trouve 2-3 chefs, j'ai fait le calcul récemment sur un événement qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Il y avait 79 invités de prestige. Combien de femmes ? 4. Non, 6. J'exagère un petit peu. Bon, alors que des femmes, encore une fois, diplômées d'école d'art culinaire, il y en a autant que des hommes. Et voilà, donc c'est ce qu'on appelle les boys clubs. Donc, des cercles d'hommes qui, encore une fois, de manière assez inconsciente, préfèrent recruter ou promouvoir des profils qui leur ressemblent, plutôt que des femmes qui leur semblent plus éloignées d'eux. Et donc, ça ferme la porte aux femmes qui ont moins accès à ces cercles informels ou parfois à des promotions, tout simplement. Voilà, ce recrutement par affinité, par camaraderie masculine, il est hyper courant. Il est considéré comme normal, en tout cas, il n'est pas tellement questionné, mais il peut faire clairement obstacle à l'égalité professionnelle. Et puis, on retrouve le poids de l'histoire que tu mentionnais.
pendant des décennies, des siècles, certains métiers ont été exclusivement masculins. Les systèmes en place, les règles, les hiérarchies, les habitudes ont été pensés par et pour des hommes, et c'est très difficile de les faire changer sans une remise en question volontaire. Exemple, en cuisine, encore une fois, l'héritage militaire, j'en parlais tout à l'heure aussi. Ce style de management autoritaire et compétitif est associé clairement à des valeurs plutôt masculines. Et enfin, le sexisme ordinaire ou institutionnel, ces comportements sexistes, que ce soit des plaisanteries, des remarques, des doutes sur les compétences des femmes, peuvent décourager à terme certaines femmes de rester dans des environnements hostiles, du coup, ou de viser des postes plus élevés. Et au cours de mes recherches, je l'ai bien senti auprès des femmes que j'ai interviewées, des femmes chefs donc, que j'ai interviewées. Nombreuses étaient celles qui me confiaient vraiment avoir souhaité tout arrêter parce que ras-le-bol des comportements sexistes au quotidien dans les milieux de la cuisine. Que ce soit alors je pense que c'était des fautes graves aussi, Laura, clin d'œil à ton sujet, mais voilà, le dégrafage de la veste de cuisine en passant à côté, que ce soit l'interdiction d'aller aux toilettes pendant le service, que ce soit des blagues, le visionnage de vidéos pornographiques qui faisaient bien rigoler la brigade et pour mettre mal à l'aise la femme de l'équipe. Et voilà, et ce genre de comportement. Et surtout, je l'ai vu face à des jeunes femmes qui sont encore en apprentissage, qui se retrouvent comme ça, balancées dans des environnements hyper sexistes. Et oui, c'est décourageant. Et ça ne donne pas forcément envie de poursuivre. Et ce n'est pas qu'elles sont moins compétentes, mais c'est parce que le système de travail, encore une fois, les attentes, les normes culturelles sont biaisées à la faveur des hommes. Et pour changer ça, il faut remettre en question ces normes, questionner les critères de réussite et partager plus équitablement les responsabilités professionnelles, mais aussi familiales. Voilà. Donc, pour conclure, j'espère vous avoir convaincu. Encore une fois, c'était très superficiel et voilà, très généraliste. Mais la sociologie nous offre des clés là, pour comprendre des mécanismes qui peuvent perpétuer des inégalités et aussi des violences. Et ce regard peut nous aider non seulement à décoder les structures en place, mais aussi à concevoir des solutions durables, vraiment axées encore une fois sur ces changements profonds, plutôt que sur des ajustements superficiels. Mais voilà, encore une fois, les solutions individuelles, le soulagement pour soutenir les personnes dans leur bien-être et leur épanouissement immédiat, c'est aussi important. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais les deux ensemble, en mettant ces deux dynamiques ensemble, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on pourra véritablement changer les environnements de travail. Donc, je vous invite vraiment à poursuivre cette réflexion dans vos contextes propres professionnels et à envisager peut-être des initiatives qui pourraient y être mises en œuvre pour transformer le travail, l'endroit travail, en un lieu d'épanouissement pour tous et toutes. Voilà, donc merci pour votre écoute. Merci. Oui. Merci. Effectivement, je te préviens, j'ai plein de questions. Je vous encourage. Ouais, il y a plein de choses en fait au fil de l'eau qui me sont venues à l'esprit, et des réflexions que j'avais, des questions que je me suis posées. Mais je vous encourage vous aussi à partager à la fois un ressenti, à la fois une question, une interrogation, peut-être une pensée que vous avez eue durant cette présentation. Mais oui, j'ai noté beaucoup de choses qui m'ont à la fois intéressé et qui ont éveillé un peu ma curiosité. Je voulais juste que tu reviennes peut-être en 2 mots rapidement sur l'étude que tu as menée au sein de l'Institut Life, anciennement Paul Bocuse, et peut-être 3-4 grands axes qui t'ont marqué, que soit tu as vu de tes propres yeux, soit que tu as analysé et qui t'ont permis d'en faire des conclusions, mais peut-être 2-3 éléments marquants de cette étude-là au sein de l'Institut. Alors, disons que l'étude que j'ai menée, le mémoire que j'ai écrit là pour valider mon master, donc c'était le bien-être au travail dans les cuisines professionnelles haut de gamme. C'était une manière pour moi d'aborder la question justement de la violence liée à cet environnement-là, parce que j'ai découvert, moi dès que j'ai commencé, j'ai pris le poste, une semaine plus tard, j'avais une jeune femme dans mon bureau qui venait me voir pour me raconter des insanités qu'elle vivait, qu'elle avait vécues pendant un stage. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça se passerait jamais dans un bureau. Ça a été la première alerte. Ensuite, et ça a été ça pendant mes 7 ans
d'expérience là-bas de recueillir des comportements inappropriés, donc allant du harcèlement sexuel, violence verbale, violence physique, et qui s'exerçait à la fois de manière tellement naturelle, entre guillemets, dans ce milieu-là, que ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, comment on laisse se mettre en place une culture professionnelle comme celle-ci, et comment on accepte de poursuivre sa carrière dans cet environnement. Et dans cette dynamique compréhensive, encore une fois, j'ai interrogé régulièrement des chefs que je croisais, des chefs hommes, des chefs femmes, des étudiants, des étudiantes, des professeurs, voilà, et puis jusqu'à mon master, là où j'ai vraiment monté ce mémoire, donc vraiment sous la direction d'une sociologue du travail, spécialisée en plus du milieu de la restauration. Et voilà, on a monté, donc mon enquête, elle était qualitative, c'est-à-dire qu'elle n'était pas, l'objectif, c'était pas de tirer des statistiques, mais plus de tirer des éléments, des témoignages qui visaient à étayer une théorie ou une autre sur le milieu. En fait, ce qui est vraiment ressorti, c'est que c'est un univers qui est dominé clairement par la masculinité hégémonique. Donc, en gros, si tu veux travailler en cuisine, tu dois te conformer à des normes et des habitudes qui font que tu dois être un bonhomme. Tu te coupes, ça fait pas mal. Tu te brûles, tu ne sens rien. Tu as des arrêts de travail, tu les prends pas. Tu continues à bosser parce que tu es fort. Pardon, c'est une lecture très caricaturale là. Évidemment que c'est bien plus fin que ça et que c'est bien plus détaillé dans mon mémoire. Il n'empêche que le fil rouge, c'est un petit peu ça. C'est faut être le meilleur, on est compétitif, on s'arrête jamais, on est des machines et c'est génial d'être des machines. C'est ce qui est valorisé dans ce milieu-là. Donc encore une fois, sans jugement, puisque c'est les normes de cet environnement. Quand on vient de l'extérieur, évidemment, ça saute au visage. Mais si on a grandi là-dedans, si on a été socialisé, et si on t'a prévenu que exercer ce métier, ça allait être dans ces conditions-là et pas autrement. Et si tu n'arrivais pas à supporter ça, c'est que tu n'étais pas bon. Et bien, au final, tu finis par le croire. Et effectivement, les hommes en souffrent autant que les femmes. Certains hommes en souffrent autant que les femmes parce que tout le monde n'a pas envie de se conformer à un système viriliste, à un système de masculinité hégémonique où il faut se conformer comme ça à un modèle qui est douloureux, en fait, qui peut être douloureux, en fait. Mais évidemment, sans jugement, ceux qui s'y conforment, ils le font pas forcément par choix, ils le font parce que c'est comme ça, on leur offre pas d'alternative. Ouais. Donc voilà. Donc, sauf que maintenant, l'alternative, elle existe et elle commence à émerger. Et je trouve ça hyper chouette. Ouais, parce qu'effectivement, les hommes. Pardon. Excuse-moi. Ai-je répondu à ta question? Pardon. Oui, tout à fait. Mais du coup, je voulais rebondir sur le fait que, parallèlement, inversement, l'homme en cuisine, du moins qui s'applique à ton domaine de recherche, peut aussi refuser et trouver cet environnement-là extrêmement violent et ne pas réussir ou ne pas vouloir s'y confronter, s'y confirmer dans cette posture très mise en avant. Compétition, c'est aussi violent pour les hommes. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, en fait, la violence, elle s'exerce encore une fois contre tous et toutes, avec des spécificités à l'encontre des femmes. Ouais. Oui, par contre, là, voilà, quand la violence est omniprésente. Et alors c'est intéressant parce que quand j'ai soutenu mon mémoire, j'étais face à une personne spécialiste du milieu carcéral. On peut s'imaginer un niveau de violence aussi qui est plutôt élevé. Elle m'a dit elle-même avoir été éberluée et vraiment hallucinée par les éléments, les témoignages que j'avais relatés, parce que sur toutes les femmes que j'ai interrogées, toutes avaient une expérience, un témoignage, une situation problématique et très problématique à partager. Ouais. Donc voilà, c'est quand même révélateur de la manière dont les normes, encore une fois, sont exercées au sein d'un milieu donné, au sein d'un microcosme donné, et comment on a tendance à les accepter, mais en tout cas à pas tellement les remettre en question, jusqu'à parfois une prise de conscience qui se fait vraiment dans des situations très, très, très extrêmes. Ouais. Et justement, vu que c'est aussi normé, pas accepté, mais aussi connu, reconnu, je voulais savoir un peu quel avait été le regard des hommes qui ont été confrontés à ta recherche, à tes questions,
le regard, comment ils se sont positionnés eux? Est-ce qu'ils ont vécu ça comme peut-être une agression? Est-ce qu'ils ont vécu ça comme étant il était temps qu'effectivement quelqu'un le fasse et quelqu'un vienne? Comment ils ont réagi, ces hommes-là, confrontés dans ces milieux? Eh ben, je me suis rendu compte que ces hommes-là, alors déjà, ont été hyper accueillants face à mes questions, ne se sont pas sentis agressés. En fait, moi, je venais interroger vraiment le bien-être au travail et j'ai interrogé petit à petit la place des femmes dans ces environnements clairement, c'est des personnes qui étaient aptes à parler du sujet, à prendre de la distance, à analyser. Et encore une fois, ce que je disais en préambule, c'est pas tous les établissements Oui, bien sûr. exercent autant de violence. Et les personnes que j'ai interrogées m'ont relaté, des hommes, des situations de violence vécues pendant leur apprentissage. Certains m'ont dit, moi j'ai pleuré, un homme, j'ai pleuré matin, midi et soir parce que j'étais en service avec tel chef. Mais à la fin, j'ai beaucoup appris. Donc il y avait ce truc un petit peu du ouais, j'ai vachement souffert. C'était horrible. J'ai vraiment eu du mal, mais j'ai beaucoup appris. Donc il y a quand même quelque chose qui autorise et qui légitime la violence. Ils ne s'en rendaient même pas compte en fait de me délivrer cette information-là. Mais moi, la manière dont j'analyse ce matériau, c'est qu'on légitime, sous couvert d'apprentissage, on autorise des comportements qui ne sont pas acceptables. Et je le comprends, encore une fois, je ne les juge pas, c'est leur vécu et c'est quelque chose qu'on leur a, qui s'est présenté à eux comme une norme. Et donc, ils n'ont pas questionné. Ouais. En revanche, aujourd'hui, ils le disent clairement et ils le voient bien, qu'ils ne veulent pas, eux, en tant que patrons, reproduire ces schémas-là. Et je pense qu'ils le font très bien, d'ailleurs, assainir le système. Mais parfois, ce n'est pas ces personnes qui sont à l'origine. Voilà, au sein d'une brigade, une brigade, ça bouge beaucoup. Il y a des problématiques. D'ailleurs, la profession, elle a des problèmes d'attractivité en ce moment. Elle n'est pas tellement... comment dire, au top de sa forme en termes de désirabilité. Il y a un manque de main-d'œuvre criant, ils sont en difficulté quand même de recrutement, de fidélisation, de personnel. Alors peut-être que c'est lié à ça aussi. Peut-être que, voilà, moi je pose des questions, je ne peux pas répondre à tout, mais est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a des heures indues et que c'est compliqué? Est-ce que c'est lié au fait que le coup de feu, c'est quand même quelque chose qu'il faut être apte à supporter? C'est 2 moments de stress dans la journée qui sont très forts physiologiquement. Ça impacte le corps aussi, ça impacte le mental. C'est quelque chose de très particulier, la notion du coup de feu aussi. Donc il y a plein d'éléments qui font que voilà, l'environnement il est hyper grisant, il est hyper porteur, il est hyper passionnant à décrypter. Et en même temps, moi je dis souvent, je l'adore autant que je l'aborde parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, dont on entend, enfin voilà, quand on entend ça, c'est difficile de rester distancié pour le coup dans la posture de sociologue. Totalement quand on entend des choses que j'ai pu entendre, comme le fait, voilà, le service pendant lequel on n'a pas le droit d'aller aux toilettes, on n'a pas le droit de boire, parce que ça fait perdre du temps. Du coup, on m'a décrit une scène, la brigade saigne du nez. Et ils ont tous des petits bouts de mouchoirs dans le nez pour éviter, pour arrêter les saignements, parce qu'ils sont tous en déshydratation. C'est horrible, il fait 50 degrés dans la cuisine, c'est l'été, c'est canicule. Ils sont chez un étoilé, ils n'ont pas le droit d'aller aux toilettes, ils n'ont pas le droit de boire, parce que ça fait perdre du temps. Et tout le monde suit la consigne. On m'a raconté des situations improbables. Et ça, j'essaye de laisser mon jugement de côté malgré tout. C'est dur. Et pour faire bouger les choses, parce que tu prenais le parallèle avec l'approche individuelle du coach, du mentor, comment la sociologie, du coup, peut impacter les réalités qui sont vécues dans le monde de l'entreprise? Par quel atelier ça passe? Est-ce que c'est du court terme, du moyen terme? Comment la sociologie fait avancer les choses par rapport à une approche individuelle? Je pense que ce qui est intéressant d'apporter dans une entreprise, c'est toujours la connaissance, c'est nommer les choses. Donc, c'est de la formation, pour moi. C'est véritablement offrir l'opportunité, soit aux dirigeants, soit aux salariés, de comprendre l'environnement dans lequel ils vivent, ils évoluent, et
et justement d'apporter le regard sur cet environnement et pourquoi pas à travers des ateliers hyper participatifs, d'effectuer un diagnostic, de poser des mots sur ce qu'on découvre, sur ce qu'on révèle, et puis de trouver ensemble des solutions qui viendraient justement apporter des pistes pour Mmh. changer la structure, encore une fois, organisationnelle, communicationnelle, décisionnelle, en tout cas le mode de fonctionnement, les règles du jeu de l'organisation en question. OK, ça marche. C'est beaucoup plus clair, pour moi. Tu as répondu, il m'en reste juste une, mais ça va être, ça vaut, question de conclusion. J'ai beaucoup pris la parole, du coup, peut-être au détriment du public, mais, moi, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait réagir. Je prends beaucoup de plaisir, du coup, à, du moins, éveiller un peu la réflexion que je pouvais peut-être ne pas avoir par le passé. Manque peut-être de maturité ou d'ouverture d'esprit, mais je sais pas, je suis beaucoup plus sensible en tout cas à ces questions-là aujourd'hui, avec l'âge qui passe, indéniablement, peut-être. Mais en tout cas, la dernière question que j'aurais, c'était dans la mesure où tu as créé cette Equality Lab il y a peu de temps avec ce mémoire de recherche, quel sera toi ton leitmotiv, la promesse que tu feras aux entreprises ou aux établissements culinaires que tu vas accompagner? Comment toi tu vas pouvoir mettre en avant certaines choses dans tes pratiques? Alors, moi, ce que je peux promettre à minima, c'est que les personnes que je vais accompagner, les organisations que je vais accompagner, heu, vont mieux se connaître. Ouais. Voilà, c'est vraiment le but on ne sera pas sur du top down, encore une fois, de la Mmh. formation, comme ça descendante. Ça va vraiment être, un travail systématiquement sur mesure qui, moi, me demandera quand même pas mal de travail préalable pour comprendre la structure, comprendre, les normes, les valeurs, les modes de fonctionnement propres à chaque environnement. Parce que s'il y a des grandes lignes qui sont similaires, systématiquement, il y aura des spécificités. C'est obligatoire du fait et même d'un restaurant à l'autre, et même d'un hôtel à l'autre, et même, voilà, il y aura systématiquement des spécificités. Donc ça passera, moi, par une étude un petit peu préalable du terrain, vraiment, pour que j'affine au maximum mon approche et que je Mmh. puisse proposer. Et je pense que le plus pertinent, c'est de faire travailler les gens sur leur propre terrain et pas de venir, moi, avec un truc clé en main sorti de mon chapeau, moi qui suis externe et qui connais très peu l'environnement finalement. Mais en tout cas, ce sera d'orienter un petit peu et d'accompagner la réflexion sur chaque environnement spécifique et trouver des pistes d'amélioration et de dispositifs très particuliers à mettre en place pour chaque environnement particulier. Encore une fois, Mmh. je pense que ça va être dur de vendre des clés en main. Alors après, si je vais avoir des formations clés en main, genre sur comportement inapproprié, violence sexiste et sexuelle, qu'est-ce que c'est, Ouais. comment on fait face à ça. Mais ça, c'est pas structurel. Ça vient répondre à des conséquences, en fait. Mais pour un accompagnement vraiment qui va toucher à la structure, ce sera nécessairement euh, du, du sur-mesure, du cousu humain, Du coup, du du fait humain. Et maison. comment du fait maison, c'est encore mieux. Comme en cuisine. Et comment ces personnes-là peuvent aujourd'hui te contacter, du coup, Raphaël? Aujourd'hui, vous pouvez me contacter notamment sur mon compte Instagram où j'ai vraiment envie et j'essaye d'alimenter régulièrement. Donc, encore une fois, l'entreprise elle est toute neuve. Donc, pour l'instant, j'ai 4 postes, mais 4 postes qui ont une visée vraiment hyper pédagogique sur des notions sociologiques appliquées au monde de l'entreprise et notamment à la restauration, la gastronomie, les métiers de bouche. Encore une fois, c'est mon domaine d'expertise, donc je commence par ça. Mais demain, l'idée, c'est de glisser sur un petit peu, enfin des choses un peu plus généralistes, voire d'autres domaines, et me spécialiser, voilà, en fonction de là où me mèneront mes missions professionnelles, de pouvoir parler d'un petit peu toutes les industries. Mais bon, j'ai vraiment une spécificité là-dedans, dans le monde de la cuisine, donc j'aurais vraiment à cœur d'accompagner les acteurs de cette industrie-là en premier lieu, évidemment. C'est normal. On s'attache toujours à là d'où on vient, là ce qu'on maîtrise, en premier lieu. Donc, c'est effectivement tout à fait logique d'avoir ouvert cette expertise-là sur ce premier environnement de travail-là. Mais je sais que ça va évoluer par la suite. Merci d'avoir partagé non pas ton expertise, mais on peut même plutôt dire ta passion sur ce sujet-là. J'espère que vous avez appris, du moins découvert, tout comme moi, sur ces deux sujets-là, hein, à la fois la faute, le degré fautif et les échelles de sanctions, et également sur cette approche sociologique
de l'égalité professionnelle. J'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à pouvoir animer cette 17e édition. Il nous a encore quelques instants, hein, si jamais vous voulez poser une dernière question, mais merci en tout cas à Laura pour le partage de ce ressenti, de ce retour sur cette intervention. Merci Raphaël. Je te redonnerai le mot de la fin, hein, bien évidemment, tout de suite après, mais voilà. Je voulais juste rappeler qui on était nous, puisqu'effectivement, 17e édition de ces lives, www.lajourneeducse.com, un média d'information dans lequel on partage des guides pratiques, des actualités, les dernières brèves, à la fois de l'environnement du CSE pour les élus, mais également des guides pratiques avec une orientation plus sociale, davantage RH. Donc vous avez l'ensemble de nos articles, mais également tous les replays des éditions précédentes. Merci Christelle pour ce mot-là. Mais tous les replays des éditions précédentes, donc vous avez, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être une vingtaine d'heures de replays disponibles sur le site et sur la page YouTube. On continue d'alimenter cet environnement qui est très riche sur le monde de l'entreprise. On aura une 18e édition qui ne sera plus en 2024, mais en 2025. Les micros, comme je le dis tout le temps, hein, sont toujours ouverts. Si vous avez une expertise à partager, la volonté de prendre la parole pour porter un message auprès d'une audience qui est faite d'élus et de chefs d'entreprise, vous pouvez nous contacter. Bien évidemment, je suis libre à traiter tous les sujets avec vous. Et de nouveau, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Et Raphaël, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Aymeric. Merci, Laura, pour ton petit mot. Et n'hésitez pas à venir visiter encore une fois ma page Instagram Equality Lab. Et bientôt, ma page LinkedIn sera également à jour. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de la sociologie dans le monde de l'entreprise. Et je reste évidemment à votre disposition si vous souhaitiez poser des questions par ailleurs. Merci, Aymeric, et bravo pour cette animation. C'était un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Plaisir partagé. Merci beaucoup et à très bientôt.